Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la page de Rivesaltes Magazine pour cette conférence du bouclier aux tranchées. Initialement, ce qui était prévu, c'est que je la fasse sur scène dans la salle d'à côté, devant un vrai public, mais évidemment, avec les contraintes sanitaires, vous le savez, c'est impossible. Alors, je remercie vraiment du fond du cœur la mairie de Rivesaltes et le Palais des Fêtes de Rivesaltes qui ont tenu malgré tout à maintenir une programmation culturelle autrement, on va dire. Et merci aussi à l'équipe de Profil TV qui va donc filmer cette conférence et la diffuser en streaming pour que vous puissiez y assister confortablement installé dans votre fauteuil chez vous. Donc cette conférence qui va parler de la saga fraternelle et tragique des joueurs de rugby perpignanais de 1914, champions de France emportés par la tourmente de la Grande Guerre. J'ai déjà eu l'occasion de la traiter, c'était la toile de fond de mon livre « Les héros perdus » de Gabriel, pour ceux qui l'ont lu. J'en ai parlé aussi dans des rubriques, dans des chroniques à France Bleu Roussillon, mais cette fois-ci, vous allez tout savoir, tout en détail et surtout, ce qui n'est pas possible à la radio, avec les photos d'époque. Et je suis sûre que vous n'oublierez jamais ce que vous allez voir. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Vous êtes bien confortablement installés, tout va bien. Alors, on y va. Et je vais commencer. On va remonter jusqu'en 1858 d'abord. Vous voyez, on est loin, on remonte loin de 1914. Pourquoi 1858 ? Bien, tout simplement parce que c'est l'année à laquelle le train arrive à Perpignan. Et ça va tout changer pour Perpignan, qui est une ville essentiellement agricole, qui est quand même loin de tout, c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais grâce à l'arrivée du chemin de fer, eh bien, l'économie du département va devenir florissante, tout simplement parce qu'on va pouvoir exporter les primeurs. À l'époque, on ne fait pas venir des fruits et légumes de l'autre bout de la planète, dont les primeurs du sud de la France, c'est les tout premiers qui sont sur les tables parisiennes, par exemple, mais également le vin du département dans des wagons foudres, une invention de Dominique Midjaville, qui était par ailleurs le maire de Cerbère et qui est un vigneron, et qui a permis donc de faire partir ce vin un petit peu partout. Je ne révèle aucun secret en vous disant que le vin catalan coupe le vin de Bordeaux depuis très longtemps. Voilà. Petite parenthèse. Et ce train va permettre aussi d'exporter le fruit de la principale industrie perpignanaise, le papier à cigarette découpé en carnet. Comme ça, c'est-à-dire la famille Bardou a déposé, Jean Bardou a déposé le brevet en 1849 et ça a un succès phénoménal donc avec l'usine Job que vous voyez actuellement en photographie. Ça va vous dire quelque chose si je vous montre cette pochette illustrée par Mucha. Il y a aussi le Nil qui a été fondé par le fils aîné de Jean Bardou. Donc avec ces deux marques, Perpignan est à l'époque la capitale mondiale du papier à cigarette, ce qui fait que le département et Perpignan en particulier est très prospère en cette fin du 19e siècle. Perpignan, c'est une ville qui est ceinturée de remparts. C'est une ville, une place forte militaire, et ce, depuis le Moyen-Âge. Perpignan garde la frontière. D'abord, elle a été au nord, puis après le traité des Pyrénées, elle est passée au sud. Mais de toute façon, c'est une place forte militaire. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a de très nombreux ouvrages, de très nombreuses fortifications qui enserrent Perpignan. Perpignan stricto sensu, c'est Perpignan intramuros. La ville, c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur des remparts. Pour ceux qui connaissent, ça va de la Villeneuve jusqu'à la Citadelle et du front est, c'est-à-dire là où il y a l'escalier Molière actuellement, jusqu'à la porte Saint-Martin. Et avec juste un quartier hors les murs, le faubourg Notre-Dame, qui est entre la tête et la basse, entre les deux ponts, le pont de Pierre et le pont Andodane, qui permet d'entrer par le Castillet dans la ville intramuros donc de Perpignan. Et c'est un quartier où il y a les abattoirs d'ailleurs, mais il y a aussi les cabarets, les bars, etc. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a le Mediator ou France Bleu Roussillon, si vous préférez. Perpignan, c'était que ça. À l'époque, le Vernet, Saint-Assiscle, Mayol, Las Cobes, Saint-Gaudéric, tout ça ne fait pas partie de Perpignan. Ce sont des villages qui sont séparés donc, de Perpignan et donc Perpignan est vraiment limité à ce qu'il y a entre les fortifications, entre les murs et c'est donc une ville
une place forte militaire avec plusieurs régiments qui sont stationnés dans Perpignan. Vous en voyez un qui entre là dans le quartier Saint-Jacques par le pont, qui est actuellement d'ailleurs toujours sous la place Cassagne, puisqu'on s'est contenté de la remblayer quand on a démoli les remparts. Donc ces régiments, notamment le 53e d'infanterie, qui sont stationnés à Perpignan. Perpignan, c'est une ville de casernes et de couvents. On vit au rythme des clairons et des cloches. Voilà, ça vous donne une petite image et une petite ambiance sonore aussi de ce qu'est Perpignan donc en cette fin du 19e siècle, quand va arriver le rugby. Alors pourquoi est-ce qu'il arrive? Tout simplement parce que, vous le savez, en 1871, la France a été battue à Sedan et a été battue par la Prusse, qui s'est octroyé l'Alsace et la moitié de la Lorraine. Et depuis, la Troisième République, qui a pris le pouvoir après le Second Empire, la Troisième République ne rêve que d'une chose, c'est de récupérer ces départements-là, l'Alsace et la Lorraine, et par conséquent, on incite les garçons évidemment, à faire du sport, non pas pour qu'ils soient en forme, mais tout simplement pour déjà entraîner de futurs bons petits soldats pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et c'est pour ça qu'à la fin du 19e siècle, tous les sports sont mis en avant, enfin les sports qu'on connaissait à l'époque bien évidemment, et évidemment on court, pas beaucoup d'athlétisme, mais pour ceux qui ont davantage d'argent ça va être l'escrime, ça va être le cheval. Évidemment, l'armée, il y a encore beaucoup de chevaux à l'époque, et donc c'est à ce moment-là qu'arrivent des sports collectifs comme le football et le rugby, qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Alors le rugby, vous le savez, la légende fait qu'il soit né en 1823 dans la ville de Rugby, la ville universitaire, grâce à William Webb Ellis qui aurait pris le ballon qu'il était censé taper avec le pied sous le bras pour aller le porter dans l'embut. Bon, c'est un petit peu une légende, il faut dire la vérité. Il n'empêche que ce sport, qui est né dans les universités anglaises, va traverser la Manche grâce à des ouvriers anglais, des Anglais qui travaillaient au Havre, donc juste de l'autre côté du Channel, et qui en 1872 crée le premier club sur le continent, je dirais, le premier club de rugby. Et puis du Havre, le rugby va arriver jusqu'à Paris, où il va trouver un terreau évidemment très favorable, puisque, je le répète, c'est un sport universitaire, un sport de lycéens, et il y a énormément d'écoles et d'universités à Paris, et même les étudiants de province viennent à Paris pour poursuivre leurs études, ce qui va leur permettre ensuite de repartir avec un ballon de rugby dans leur bagage, dans leurs provinces respectives, et c'est ainsi que le rugby va progressivement gagner toute la France. Alors donc il commence par les scolaires, et justement, alors que le premier club, c'est donc le Racing Club de France, a été fondé en 1882, et en 1890 est lancé le premier championnat de France scolaire, qui est remporté en 1891 par l'équipe que vous avez sous les yeux, par l'équipe du lycée Michelet de Vanves. Vous allez me dire, mais en quoi elle nous intéresse cette équipe-là? Eh bien, regardez bien, vous voyez le monsieur au milieu, debout avec son chapeau de forme, eh bien, le deuxième à sa droite, donc debout avec une casquette, il s'appelle Albert Lincou, il fait ses études donc au lycée Michelet, mais il est de Port-Vendre, donc en pays catalan. Et avec l'équipe de lycée Michelet, il devient donc champion de France. Le premier championnat de France scolaire est remporté par cette équipe. Il est dans les avants de cette équipe. Il a 16 ans. Et ensuite, en fait, il vient finir ses études, il redescend dans le sud et il vient les finir à Perpignan. Et il emporte évidemment un ballon de rugby dans ses bagages. Et c'est ainsi que Albert Lincou arrive au collège de Perpignan. Alors, pourquoi je ne parle pas de lycée? Là, tout simplement parce que le lycée, c'est en fait un statut. Le lycée, c'est un lycée d'État. Et il se trouve que Napoléon, lorsqu'il a créé les lycées, n'a pas jugé bon d'en donner un à Perpignan. Donc, il y avait juste ce qu'on appelle un collège municipal, mais qui allait jusqu'au bac. Le cursus était exactement le même, mais il n'avait pas le statut de lycée. Quoi qu'il en soit, Lincou revient pour faire ses études, donc les finir au collège de Perpignan. Pour ceux qui connaissent Perpignan, eh bien, les bâtiments que vous voyez sur la droite, c'est là où il y a actuellement la dalle Arago. Ce sont les bâtiments des cours avec la cour de récréation au milieu. Il reste encore aujourd'hui le bâtiment de gauche qui est sur le pont d'Anvesty, entre le pont d'Anvesty et la rue Porte de l'Assaut. C'était le bâtiment de l'internat, en fait, et qui ensuite abritait les Beaux-Arts et maintenant le Centre d'art contemporain. Donc, voilà à quoi ressemblait le collège de Perpignan.
où Albert Lincou arrive avec son ballon de rugby. Il retrouve un compère qui s'appelle Bouscaille, qui est interne comme lui, et qui lui vient de Bordeaux, pour lui aussi finir ses études à Perpignan et qui a aussi pratiqué le rugby. À tous les deux, ils vont voir le principal qui s'appelle Calmette pour lui demander de créer une section de rugby. Il y avait déjà une section athlétique au collège et donc ils vont créer, affiliée à cette section athlétique, une section de rugby. Et c'est ainsi que les premières passes de rugby vont avoir lieu sur la place Arago. Alors, place Arago, c'est vraiment un des cœurs de Perpignan. Il y a la loge et la place Arago. C'est celle du Perpignan nouveau, de la belle époque. Et il se trouve que sur la gauche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où vous avez l'entrée du collège. Et en attendant que la cloche sonne, eh bien, les collégiens échangent des passes sur la place, en slalomant au milieu des passants, ce qui fait dire d'ailleurs au journal L'Indépendant, ils s'en prennent ces garnements en culottes courtes qui dérange comme ça les bases d'eau et qui les bouscule parfois. C'est ainsi donc que le rugby arrive à Perpignan. Donc, avant les cours, on joue sur la place Arago et le jeudi, je dis ça pour les plus jeunes, le jeudi c'était le jour où il n'y avait pas cours, où il n'y avait pas classe, où il y avait repos au milieu de la semaine. Eh bien, lorsque le jeudi arrivait, les garnements en culottes courtes qui jouaient au rugby prenaient leur ballon et allaient jouer hors les murs. Là où les régiments faisaient leurs manœuvres et leurs exercices, ça s'appelle le champ de Mars. Mars était le dieu de la guerre. C'est là où est actuellement le quartier Saint-Gaudéric et plus exactement le lycée Jean Lurçat. Mais à l'époque, ce sont des grands terrains vagues, c'est absolument pas construit. Et donc c'est militaire et ils s'octroient, on va dire, un bout de ce champ de Mars pour jouer au rugby. Alors c'est très artisanal. Il trace à la craie le terrain de rugby. Alors, c'est pas tout à fait droit parce que dans un coin, il y a des ronces. Alors, comme ils n'ont pas envie de se plaquer sur les ronces, c'est un petit peu en diagonale de ce côté-là. Il faut dire que le rugby est à ses débuts. Les règles ne sont pas encore fixées. D'ailleurs, il n'y a pas d'arbitre. Ce sont les capitaines qui arbitrent. Ils sont censés faire preuve de fair play. Bon, ça ne va pas durer longtemps parce qu'ils se rendront compte que c'est une galère pas possible. Mais par exemple, les mêlées se jouent debout. Et un petit peu comme au basket, si vous voulez, on lance le ballon par-dessus. Et donc, on expérimente ce nouveau sport sur ce champ de Mars. Vous avez une photo d'un des premiers matchs de rugby qui s'y est déroulé, mais vous allez me dire, mais il manque quelque chose sur cette photo. Et les poteaux, alors, ils sont où? Eh bien, justement, ils ne sont pas chez eux, ce n'est pas un terrain pérenne qu'ils ont, ils l'empruntent juste aux militaires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les collégiens ont creusé des trous à l'endroit où devaient se mettre les poteaux. Et là, tels que vous les voyez, ils sont en train de jouer. Mais quand ils vont aller aplatir derrière la ligne, et là, du coup, je vais vous apprendre un truc que vous ne savez peut-être pas, c'est pourquoi on appelle ça un essai. C'est parce qu'au début donc, du rugby, eh bien, aplatir derrière la ligne, ce qu'il fallait faire, ne donnait pas de points, mais donner juste un essai, c'est-à-dire le droit d'essayer de marquer entre les poteaux, et là, on récupérait des points. Donc, lorsque le ballon sera aplati, on va aller chercher, vous ne les voyez pas, mais au pied des arbres, il y a des longues perches qu'ils ont mis là. Et donc, quand il y a un essai qui est marqué, eh bien, les joueurs vont les chercher, vont les mettre dans les trous et les tenir bien droits pendant que le buteur essaye de transformer l'essai et de marquer les buts. Bon, on va se rendre compte assez vite quand même que c'est quand même le plus rigolo d'aller marquer un essai, d'aller aplatir le ballon à la suite d'une action qu'on espère le mieux construite possible. Et donc, on va valoriser cette action par des points, mais ça va garder le nom d'essai et non pas de but comme dans tous les autres sports, à part le basket, pour des raisons évidentes. Donc, les premières passes de rugby, les premiers matchs de rugby ont lieu sur le champ de Mars, à Perpignan, avec les collégiens de Perpignan, les internes du collège de Perpignan. Mais du coup, les externes, eux qui n'ont pas les mêmes contingences horaires, etc., mais ils veulent jouer au rugby aussi. Et ils vont créer leur propre club. Et quand ils sortent du collège après le bac, ils veulent continuer à jouer au rugby. Et c'est ainsi qu'en 1902 est créée l'ASP, l'Association sportive perpignanaise. C'est un club parmi d'autres. À l'époque, tous les quartiers de Perpignan ont
un club de rugby. Mais donc là, en l'occurrence, c'est censé être le club du quartier, donc du Faubourg Notre-Dame, dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette équipe, donc ce club qui est fondé en 1902, eh bien, par les anciens externes donc, du collège de Perpignan. Parmi eux, il y a un futur maire de Perpignan, Jean Perrat. Il y a toute la fratrie Perrat d'ailleurs. Et vous avez aussi, je vais vous demander donc de les repérer. Vous avez tout à gauche Maurice Gravas, que nous allons retrouver en 1914, mais qui est dans l'équipe fondatrice en 1902. Et au milieu, celui qui porte une casquette et qui regarde bien droit, c'est donc Félix Barbe, qui sera le capitaine de l'équipe championne en 1914 et qui était lui aussi au tout début à la fondation en 1902. Donc le rugby, je dirais non scolaire, commence pour nous et pour l'ASP à ce moment-là. L'histoire de Perpignan se poursuit entre 1904 et 1906. Bartissol et la bourgeoisie perpignanaise obtiennent le déclassement de Perpignan, qui ne sera plus place forte militaire. De toute façon, elle ne garde plus rien. Hein. La frontière est sécurisée. Et obtiennent donc de pouvoir abattre les remparts. Donc ça, c'est le front Est qui va du Castillet jusqu'à la citadelle, donc par l'Est, est abattu entre 1904 et 1906. L'autre partie, par la porte Saint-Martin, ce sera un peu plus tard. Ce sont des travaux absolument gigantesques. Il y a aussi les grandes manifestations de 1907, la grande crise viticole. Mais en 1911, tout est rentré dans l'ordre. À nouveau, Perpignan est une ville prospère. Et le rugby, pendant ce temps, suit son petit bonhomme de chemin. L'ASP suit son petit bonhomme de chemin, champion du Languedoc à plusieurs reprises. Et voilà que cette équipe que vous voyez là, en 1911, est championne de France, deuxième série, ce qui lui donne le droit d'accéder à l'élite. Vous allez reconnaître sur cette photo, là également, Maurice Gravas, toujours le deuxième à gauche, je crois que c'était sa place attitrée. Et en plein milieu, vous avez Félix Barbe. Et à côté de lui, qui tient le ballon, le capitaine, c'est toujours comme ça, dans les photos de rugby de l'époque, c'est le capitaine qui tient le ballon. Eh bien, le capitaine, c'est un nom que vous connaissez forcément, il s'appelle Gilbert Brutus, et c'est lui donc qui est capitaine de cette équipe de 1911, championne de France, donc de deuxième série, et qui accède à l'élite. Voici l'équipe qui débute le championnat de 1912-1913, c'est-à-dire 2 saisons après. Et vous constatez sans peine que cette équipe, elle n'a plus rien à voir avec celle que je viens de vous montrer précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, le capitaine, vous le voyez, alors c'est du noir et blanc, on ne voit pas bien, il est plutôt blond, et pour cause, il est gallois, il s'appelle Roland Griffiths, et il est assis donc au milieu avec le ballon donc de cette équipe. Que vient faire un gallois à Perpignan? Eh bien tout simplement, les anglo-saxons s'inquiétaient beaucoup de ce que les Français étaient en train de faire de leur sport, du rugby. Et parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, les règles étaient mouvantes, donc chacun se l'arrangeait un petit peu à sa sauce. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé d'envoyer sur le continent des internationaux dans chacun des clubs pour apprendre aux froggies, n'est-ce pas, mangeurs de grenouilles, aux Français, à apprendre à jouer correctement au rugby. D'ailleurs, le premier manuel de rugby a été écrit à Bordeaux, donc par un Anglais. Il a été écrit en français. Hein. On y trouvait donc les règles, la tactique, comment s'entraîner, etc. Il a été écrit à Bordeaux. Et donc Roland Griffiths, qui lui est donc un international gallois, a été envoyé. D'abord, il a été donc au Racing Club de France l'année précédente. Là, il vient passer une saison donc à l'ASP, à Perpignan, et la saison suivante, il sera à Marseille. Et Roland Griffiths, donc, c'est une pièce rapportée, vous allez me dire. Hein, il est très, très british. D'ailleurs, il s'habille en tweed. Dans le journal, évidemment, il fait tâche un petit peu à Perpignan. Cela dit, on l'a catalanisé très vite. Hein. Très, très vite, puisque déjà, il adorait le vin de Maury. Ça a aidé, évidemment. Et par ailleurs, cette équipe va jouer contre Toulouse, par exemple, c'est toujours musclé, les matchs contre Toulouse. Contre Narbonne, c'était la détestation, dès le début. Et contre Toulouse, ça a toujours été musclé. Et en face, donc, les Diables Rouges du stade toulousain, c'était Mounic, le capitaine, à la fin du match, dira à Roland Griffiths « Mais dis donc, tes joueurs, là, mais c'est des brutes !» Et Griffiths lui répondra
Que veux-tu? Nous sommes comme ça, nous autres Catalans. C'est vous dire qu'en une année, on l'avait bien catalanisé, le Roland Griffiths. Et quand il est arrivé en 1912, donc avant de devenir aussi catalan, eh bien, sa tâche a été rude parce que non seulement il venait pour leur apprendre à bien jouer au rugby et surtout à essayer de trouver un fond de jeu, mais il s'est trouvé surtout devant une équipe complètement décimée et pleine de trous. Il manquait une bonne partie de l'effectif. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, à cause de lui. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Gilbert Brutus. Figurez-vous donc capitaine de cette équipe championne de France deuxième série donc en 1911 qui accède à l'élite. C'est quelqu'un d'assez, enfin il a du caractère, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, il a la tête près du bonnet. Et ma foi, quand on monte dans l'élite, c'est une marche à passer. Forcément, on est moins à l'aise que quand on est en seconde série. Et il y a des critiques parce que l'ASP n'est pas aussi performante. Et alors là, il supporte pas. Et donc, il se trouve que lors d'un match à Perpignan, donc au stade de la Route de Thuir, puisque l'ASP joue. C'est l'actuel stade Jean Lafont pour les Perpignanais, mais à l'époque, il s'appelait donc le stade de la Route de Thuir. Eh bien, il va carrément quitter le terrain en plein milieu d'une rencontre contre le SCUF, qui est une équipe qui vient de Paris. Il va laisser tomber tout le monde et s'en aller. Alors, ça passe pas du tout. À l'époque, on est encore très british, je vous l'ai dit. Hein. D'ailleurs, quand on lit les comptes rendus de rugby, on parle du ground. Aussi bien que du terrain, on parle du referee aussi bien que de l'arbitre. Enfin bon, voilà, donc on est encore très imprégné de cette culture anglo-saxonne. Et donc là, c'est le cas de le dire, out-shocking, c'est pas fair play du tout, on ne fait pas ça des adversaires, on ne les plante pas au milieu d'un match. Donc il est sanctionné par son club, et comme il n'accepte pas, évidemment, il claque carrément la porte du club. Et Gilbert Brutus est parti au Vernet créer un autre club concurrent, donc le Stade Olympien Perpignanais, le SOP, et il a emmené avec lui plusieurs de ses coéquipiers. C'est pour ça que lorsque Roland Griffiths arrive, eh ben, il est obligé d'abord, c'est la première de ses tâches, de remplir les trous pour pouvoir démarrer la saison 1912-1913. Et il va donc faire venir d'autres joueurs, notamment qui viennent de l'équipe 2, qui est l'équipe des jeunes, et en particulier ce jeune homme, il a juste 17 ans, et il s'appelle Aimé Giral. Aimé Giral, c'est le capitaine de l'équipe 2. Alors, à l'époque, il n'y a que deux équipes. Hein. Il y a l'équipe Fagnon, on va dire, donc qui dispute le championnat de France. Et l'équipe 2, c'est l'équipe, on dirait aujourd'hui, il y a les juniors, les cadets. Il n'y a pas d'école de rugby, bien évidemment, avec quelques joueurs plus chevronnés pour les encadrer. Voilà, c'est l'équipe 2. Et donc, Giral, à 17 ans, est le capitaine de cette équipe 2. Vous le voyez donc sur la droite. Au milieu, qui tient la peluche, c'est Joseph Kouf, qui le rejoindra un an plus tard en équipe première, qui est au poste d'arrière. Et le singe en peluche qu'il tient dans les mains, en fait, ça leur avait été offert par l'équipe du Cri catalan, qui est le journal d'Albert Bozil, qui est un poète, dramaturge, écrivain, journaliste, futur mentor de Charles Trenet, mais qui est un passionné de rugby et des rugbymen. Qui leur avait offert donc cette peluche mascotte, on va dire, c'est un petit singe en peluche, hein, et il l'avait appelé Cri-Cri puisqu'il avait été offert par le Cri catalan. Et la légende voulait, peut-être pas forcément qu'une légende, que Aimé Giral dorme avec Cri-Cri la veille des matchs pour se porter chance. Donc voilà, c'est un tout gamin. Hein, il est donc capitaine de l'équipe 2. Il est aussi au collège de Perpignan. C'est le fils d'un boulanger. Qui a des boulangeries sur Perpignan, mais c'est une famille qui vient de Saint-Laurent-de-Cerdan. Et donc là, vous le voyez, il est assis donc dans la rangée du milieu, c'est le deuxième en partant de la gauche. Et il joue aussi donc dans l'équipe du collège. Alors, petite curiosité, regardez bien la personne qui est assise, l'homme qui est assis sur la même ligne que lui, mais avec une veste. Il s'agit de François Fournier. C'est lui qui les entraîne donc au collège. Il est surveillant au collège, il est militaire. Je vous l'ai dit, Perpignan est encore une place, n'a plus ses remparts, mais a quand même plusieurs régiments stationnés donc en ville. Et François Fournier, eh bien, c'est aussi son demi de mêlée. Vous le voyez en bas à droite. Donc, Aimé Giral devient le demi d'ouverture de l'équipe première de l'ASP et son demi de mêlée, c'est François Fournier, son surveillant au collège, qui, soit dit en passant, le surveille notamment quand il est collé, parce que ça lui arrive assez souvent, non pas parce que c'est un trublion, pas du tout, mais comme il joue au rugby, forcément, par exemple, le lundi, il est rarement en cours quand il joue à l'extérieur, le temps de revenir en train, hein, c'est pas les moyens d'aujourd'hui.
Et par conséquent, il est régulièrement collé. Et c'est son demi de mêlée, François Fournier, qui le surveille et qui, en guise de punition, lui fait traduire des coupures de journaux, donc qui parlent de leur match, lui fait traduire en anglais. C'est ça la punition d'Aimé Giral au collège quand il est collé. Donc voici cette équipe qui a été reconstituée par Roland Griffiths, vous le voyez au milieu, donc debout, à côté de Maurice Gravas, toujours, et qui démarre cette saison 1912-1913. Et Roland Griffiths, une fois donc qu'il a réussi à colmater les trous, il va falloir, qu'il impose Aimé Giral. Chacun sait que, enfin, si vous connaissez un peu le rugby, que le poste de demi d'ouverture, c'est quand même un poste stratégique. Et par conséquent, un si jeune, 17 ans, ça ne fait pas l'unanimité, hein, il faut montrer qu'on a de la bouteille. Et donc, mais c'est un gros bosseur. Aimé Giral, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était le chouchou de ces dames parce qu'il est beau garçon, hein, vous avez pu le voir sur les photos, ça c'est sûr. Et il est intelligent, il fait ses études donc, au collège alors qu'il est fils de boulanger, il veut devenir architecte. Il est doué pour tous les sports et en plus c'est un bosseur. Et une heureuse nature, il est toujours très souriant. Et donc, il bosse. Il fait des séances supplémentaires, notamment pour botter. Et ça va lui être très utile le jour de la finale. Et il finit par faire taire donc, les mauvaises langues, si je puis dire, et par s'imposer. Et quant à Roland Griffiths, il ne lui reste plus qu'à bien observer ses joueurs, regarder les qualités intrinsèques des joueurs catalans et leur créer un fond de jeu, ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu à la catalane, sauf qu'en fait, il a été créé par un Gallois. Et oui. Et donc, en utilisant donc, un jeu très rapide, basé donc, sur le collectif. Et lorsque la saison, elle n'est pas simple, mais c'est normal, hein, parce qu'il faut s'habituer donc, à l'élite, à la première division, si je puis dire. Et donc, elle n'est pas simple, mais quand il s'en va pour Marseille, à la fin de la saison, le jeu est en place et l'ASP va pouvoir aller faire sa marche triomphale vers son premier titre de champion de France. Sachant que pendant ce temps, en embuscade au Vernet, il y a le SOP de Gilbert Brutus qui n'a pas perdu envie de prendre sa revanche. Et donc, alors même que la saison 1912-1913 se termine pour l'ASP, eh bien, elle se termine aussi pour le SOP, qui est champion de France deuxième série et qui rejoint l'ASP donc dans l'élite à l'orée de la saison 1913-1914. Ce qui fait que cette saison-là, il y a 2 clubs de Perpignan dans l'élite. Et dans la même poule qui plus est, puisque ce championnat, c'est un peu compliqué par rapport à aujourd'hui, si vous voulez, ça se fait en 2 poules. Aussi bien le SOP que Perpignan, et avec Toulouse, avec Le Havre, avec l'Aviron Bayonnais sont dans la poule A. En fait, c'est un petit peu géographique. Et ensuite, les meilleurs de chaque poule disputent les éliminatoires, mais je vous le rappellerai tout à l'heure. Et donc, ça va être une année particulièrement faste pour Perpignan, pas seulement pour le rugby. Perpignan est extrêmement prospère. À la foire de la Saint-Martin, qui a lieu aux alentours du 11 novembre, oui, à l'époque, le 11 novembre, c'est seulement la Saint-Martin. On ne sait pas qu'un jour, ça deviendra une date emblématique de l'histoire de France. Donc, à l'époque, la foire de la Saint-Martin, il n'y a jamais eu autant d'argent à dépenser. C'est une foire commerciale, hein. Il y a une petite fête foraine. Maintenant, c'est essentiellement une fête foraine. Mais c'était une foire commerciale où on achetait aussi bien les draps, les marmites, les charrues, les chevaux, les premières voitures, les tracteurs. Enfin, voilà, on achetait tout ça à la foire de la Saint-Martin. Eh bien, cette année-là, on affrète des trains spéciaux pour faire venir ce qu'on appelle, nous ici en pays catalan, les fourrastés, c'est-à-dire ceux des villages d'à côté, de l'arrière-pays, qui est donc des trains pour les faire venir de la Côte-Vermeille, pour les faire venir du Val-Espire, du Conflent, de la vallée de la Glie, de la Salanque, pour qu'ils viennent dépenser leur argent à la foire de la Saint-Martin. Donc ça, c'est en 1913. Au printemps 1914, enfin pas tout à fait, on est en février, le carnaval de Perpignan, à l'époque, Perpignan n'a plus de carnaval malheureusement, mais à l'époque, et là même en dehors du Covid, hein, mais à l'époque, Perpignan a un grand carnaval. Et bien cette année-là, il dure 1 mois complet avec des manifestations tous les jours. C'est-à-dire il y a corso, bataille de fleurs, on balade ce qu'ils appellent promenade du veau gras, les bals masqués. Il y en a dans chaque quartier, des bals masqués populaires, et puis aussi le bal masqué de la Haute, qui est au théâtre municipal à Perpignan. Il y a des bals masqués par thème, mais il y a aussi des bals masqués par couleur. On appelle ça des végliones. Cette année-là, les couleurs du carnaval de Perpignan, c'est tango et noir, c'est-à-dire orange et noir. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'intrigue au platane, c'est-à-dire que tous les soirs, les plus beaux masques, ceux qui sont tellement bien masqués qu'on ne les reconnaît pas,
vont à ce qu'on appelle la promenade des Platanes, qui est éclairée à l'électricité par l'électricité de M. Bartissol. Il y a des barrières et les gens viennent les admirer, ils payent pour ça. Parce que l'idée, c'est justement d'être si bien masqué qu'on peut aller narguer ses voisins, sa famille, enfin les gens proches, sans qu'ils vous reconnaissent. Alors, on raconte, c'est même dans le journal, qu'il y a un masque comme ça qui est allé sous le nez d'une bourgeoise avec son mari qui était là en lui disant « On sait où tu vas tous les mardis de 5h à 6h ». Bien, le mari a étendu le masque d'un coup de poing, mais ça s'est terminé par un divorce, qui était très rare à l'époque. Hein. Et puis, bon, il y a de la musique, il y a la farandole, etc. Puis ça s'énerve bien. Parallèlement à la promenade des Platanes qui est éclairée presque comme en plein jour par l'électricité, eh bien, il y a l'allée des Marronniers qui, elle, est dans l'ombre, une ombre très propice. Ça se termine toujours dans l'allée des Marronniers. Et l'adage voulait que le résultat de l'intrigue aux Platanes, le résultat financier, on le connaisse le soir même, et pour le reste, 9 mois plus tard. Voilà, ça c'était pour vous donner une idée de l'ambiance qui régnait à Perpignan avant cette Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, on sait qu'on danse sur un volcan, mais c'est non seulement très joyeux, très prospère, on fait vraiment la fête, et le rugby vient finalement accompagner tout ça par cette saison absolument exceptionnelle de 1913-1914. Donc, l'ASP, puisque c'est elle surtout que je vais suivre, hein, le SOP aussi dispute le championnat, mais c'est les premiers pas dans l'élite, donc ça ne se passe pas aussi bien qu'ils le voudraient. D'ailleurs, ils ne sont pas qualifiés, Gilbert Brutus et ses camarades, pour les éliminatoires. Mais donc, l'ASP, au départ, à l'automne, c'est un petit peu chaotique, et c'est au printemps que tout va se mettre en place, à la fin de la poule A, et surtout après pour les éliminatoires, donc il va les amener au titre. Et je vais vous montrer justement des photos. Alors c'est des photos d'époque que j'aime beaucoup parce que à la fois elles nous rappellent effectivement les matchs d'aujourd'hui, hein, même si c'est en noir et blanc bien évidemment, mais et en même temps elles sont très loin puisqu'elles ont plus d'un siècle. Donc ça c'est une photo du match contre Le Havre. Donc Perpignan va sortir de la poule A et premier match des éliminatoires, c'est contre Le Havre qui a lieu. Alors ça, c'est pas à Perpignan, ça a lieu à Colombes, figurez-vous, au stade de Colombes, à côté de Paris, parce que d'une part, c'était plus facile en train pour y aller hein, quand on vient de Perpignan. Et puis il y avait le stade adéquat. Et j'attire votre attention sur l'arbitre. Regardez comme il est beau cet arbitre. Je vous disais qu'on était encore très british, avec très proche des racines anglo-saxonnes, mais notre arbitre, qui est arbitre dans le match contre Le Havre, vous le voyez mieux peut-être ici, l'arbitre en blazer noir, gancé de blanc, il est magnifique. Et donc c'est vraiment une autre ambiance qu'on peut le remarquer, mais Giral, il est à droite là. Et donc les Perpignanais étrillent Le Havre, 7 essais, il leur passe. Donc oui, on peut dire ça. Et arrive ensuite donc... Ça, c'est encore Le Havre. Voilà. Et arrive ensuite le match, donc le deuxième match éliminatoire contre l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais, c'est les champions de France en titre. Hein. Ils ont été champions de France, donc en 1913. Ils se sont affrontés déjà lors de la poule. Un match assez houleux. C'était à Bayonne. Parce que, bon, l'arbitre, déjà... Monsieur Woulet, il avait mis du sien, donc Perpignan avait joué à 14 parce qu'il y avait l'arrière, l'Estrade avait eu le coup de luxe. À l'époque, il n'y a pas de remplaçant. Hein. Donc quand il y a un blessé, on ne rentre plus. Puis il avait aussi refusé un essai parfaitement valable entre les poteaux, un essai de Paul Serre, donc au Perpignanais, que même les Bayonnais ont reconnu qu'il était valable. Et l'arbitre de touche avait protesté en disant qu'il était parfaitement valable, mais l'arbitre central l'avait refusé. Donc il y avait quand même, ça c'était moyennement passé pour Perpignan, mais ils avaient vu qu'en dehors de ça, ils pouvaient les battre, ces champions de France en titre. Et donc là, on arrive à ce choc des éliminatoires sur le stade de la Route de Thuir. Donc là, ils jouent non pas en blanc, comme d'habitude, vous avez vu que le maillot de l'équipe de l'ASP, il est blanc avec l'écusson Sankéor, donc avec les barres catalanes. Et là comme l'Aviron Bayonnais joue en bleu ciel et blanc, c'était absolument impossible à les reconnaître hein, dans la mêlée. Donc, ils jouent avec leur maillot bis, si je puis dire. C'est un maillot rouge avec les parements jaunes, donc aux couleurs catalanes. Donc, voilà pourquoi, là, sur ces images-là, l'ASP, ils sont c'est sur une touche qui vient d'être lancée donc, par François Fournier, le demi de mêlée. Ils sont en foncé. Ceux qui sont en clair, eh bien, c'est Bayonne. Et ce match-là est d'une intensité extraordinaire. Les deux équipes n'arrivent... Alors, c'est un éliminatoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vainqueur. Et elles n'arrivent pas à se départager. 6 partout,
après le temps réglementaire. 6 partout après 4 prolongations de 10 minutes chacune. Il faut vous rendre compte qu'à l'époque, les joueurs, alors ils sont purs amateurs, hein, mais quand on dit amateur, c'est vraiment pur et dur. C'est-à-dire que l'ancien président de l'ASP, Pierrot Ducube de Saint-Paul, qui était le petit-fils de Pierre Bardoujob, avait été radié et ne pouvait plus être président parce qu'il avait emmené des joueurs dans sa voiture. C'était considéré comme du professionnalisme. Il fallait qu'ils prennent le train et qu'ils payent leurs billets. Hein, ils payaient leur équipement. Et donc, ils s'entraînaient une fois par semaine. Et arrivé aux éliminatoires, ils passent à 2. Et c'est énorme, vous vous rendez compte, par rapport aux entraînements de maintenant. Donc forcément, ils n'ont pas la condition physique qu'ont les joueurs professionnels actuels. Hein. Et donc, un match entier, 4 mi-temps de 10 minutes, 4 prolongations de 10 minutes. Il y a des joueurs qui font des malaises. Impossible de les départager. Finalement, M. Donadieu, qui est l'arbitre, va siffler la fin du match. Et d'ailleurs, il siffle et il tombe en syncope. L'arbitre non plus n'a pas tenu la distance. Et 6-6, il n'y a pas de vainqueur, il va falloir rejouer le match. Je vous demande juste de regarder ces photos panoramiques qui ont été prises donc, ce jour-là. Regardez le monde qu'il y avait autour des barrières. Donc ça, c'est la partie donc du pesage à les pelouses, du stade de la route de Thuir. Il y avait un monde fou. Donc là, c'est François Fournier qui est en train de sortir un ballon pour Aimé Giral. Et donc, les deux équipes n'arrivent pas à se départager. 6-6. Et donc, il faut rejouer le match. Et là, les précédents veulent que quand on rejoue le match, on le joue sur terrain neutre. D'ailleurs, les deux équipes se mettent d'accord. Bordeaux, ça leur semble très bien. Ils appellent même le club de Bordeaux qui donne son accord. Il n'y a aucun souci. Tout va bien. Mais c'est compté sans l'union. À l'époque, ça ne s'appelle pas la fédération, mais ça s'appelle, alors je suis obligée de regarder, mais c'est l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. C'est l'ancêtre de la Fédération française de rugby. Elle est présidée par Pierre de Coubertin, des noms que vous connaissez. Dans l'équipe, il y a aussi Charles Brennus, qui est un graveur, qui par ailleurs est le président du SCUF, et c'est lui qui a gravé le célèbre bouclier qui porte son nom sur un dessin de Pierre de Coubertin. Vous voyez, voilà. Mais ça, cette clique-là, de l'Union, hein, je vais faire plus simple, je vais les appeler comme ça, qui est à Paris, n'a pas envie de voir Perpignan gagner le championnat de France. Il faut vous dire que pour eux, le rugby, dans leur stratégie, c'est d'imposer le rugby dans les grandes villes. Donc ça a commencé, bon, du Havre, c'est venu à Paris. D'ailleurs, les premiers championnats de France se déroulent entre clubs parisiens. Le Racing, le SCUF, le Stade français, etc. Puis c'est parti à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille. Ça leur va très bien. Donc l'année précédente, en 1913, c'est l'Aviron Bayonnais qui a gagné, mais bon. Mais alors Perpignan, ils n'en veulent pas. À l'époque, il n'y a pas de politiquement correct. Donc c'est écrit, noir sur blanc. Ils le disent eux-mêmes. On ne veut pas de ces sauvages, de ces gens qui sont encore à moitié espagnols. Donc voilà, c'est clair. Donc, ils décident que le match sera rejoué à Bayonne. Et pour plus de sûreté, ils envoient un arbitre de l'Union, Alan Moore, qui est un Américain, on l'appelait le Sioux, pour des raisons évidentes, parce qu'il a du sang indien dans les veines. Il a d'ailleurs assez typé. Et alors, c'est quelqu'un qui est depuis longtemps en France. Il a déjà arbitré plusieurs finales de championnat. Il sera même sélectionneur national. Et donc, il l'envoie. Et évidemment, du côté de l'ASP, on se doute bien que c'est pour faire en sorte, ils ont été échaudés par le match de poule déjà à Bayonne, pour faire en sorte que Perpignan ne gagne pas. Et donc, le jour où a lieu donc, le match à Bayonne, Félix Barbe, le capitaine de cette équipe de la SEP, va tenter un coup de poker. C'est-à-dire que toute la journée, donc le match a lieu dans l'après-midi, le dimanche après-midi, depuis le matin, il met le marché en main, il leur dit, de toute façon, si c'est M. Mur qui arbitre, nous ne jouons pas. Alors, évidemment, le stade, il devait être archi-comble. Tous les billets avaient été vendus. Alors, c'était des francs de l'époque, mais 8000 francs, c'était énorme comme recette. Hein. Tout était archi-plein. C'est-à-dire qu'en clair, si le match est annulé, c'est une émeute qu'ils ont sur les bras. Et donc, Félix Barbe leur dit, voilà, nous, si vous arbitrez, nous, on ne joue pas. Alors, la fédération, enfin l'Union, tente tout, va les menacer d'une amende exorbitante, de sanctions exemplaires, etc. Il tient bon. Et finalement, un peu avant le coup d'envoi, Alan Moore décide de renoncer et dit puisqu'on ne veut pas de moi, je n'arbitrerai pas.
précise que l'ASP a reçu le soutien des Bayonnais. Je vous l'ai dit, hein, en poule, la presse avait été unanime pour dire que c'était les Perpignanais qui méritaient de gagner. Ils n'ont pas envie d'un autre match, de se qualifier encore une fois parce que l'arbitre leur aura donné le match, etc. Donc, ils sont d'accord, ils veulent qu'il y ait un autre arbitre. Finalement, ils désignent un arbitre qui est un arbitre de la Côte d'Argent, hein, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un arbitre catalan, c'est un arbitre de là-bas qui va arbitrer. Donc, je dirais à la satisfaction générale, même s'il expulse un Catalan, mais qu'il méritait sans doute. De toute façon, et à l'arrivée, les Perpignanais s'imposent en terre basque et donc continuent leur chemin dans ces éliminatoires du championnat de France, donc 1913-1914. Ils vont devoir affronter Toulouse, le stade toulousain qu'ils ont déjà affronté en poule. Leur entraîneur, c'est ce monsieur. Il s'appelle le capitaine Augistrou, le capitaine au 53e régiment d'infanterie. Je vous l'ai dit, on est vraiment dans un milieu, dans une ville très militaire, hein, et il y a des militaires partout. Et il se trouve que le capitaine Augistrou, qui a remplacé Roland Griffiths, eh bien, meurt subitement avant ce match-là. Alors, on n'a pas les détails, est-ce qu'il a eu une crise cardiaque, une attaque, enfin en tout cas, il meurt subitement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les joueurs perpignanais, cette fois-ci revenus à leur maillot blanc, jouer avec le brassard noir. C'est un signe de deuil. Hein. Là, vous voyez derrière la mêlée Aimé Giral qui attend le ballon en espérant donc le recevoir. Il porte le brassard. Ce n'est pas un brassard de capitaine du tout. C'est le brassard de deuil parce que le capitaine Augistrou était mort. Donc, juste avant le match, vous remarquez aussi, toujours pareil, l'arbitre, c'est pas le même. Il n'a pas le même blazer, mais il a une veste aussi très élégante. Donc. Et donc, les Perpignanais affrontent le stade toulousain de Mounic et de Fernand Vaquet. Ce n'est pas un hasard si je donne ce nom-là, c'est un Catalan qui à ce moment-là, parce qu'il fait son service militaire, se trouve à Toulouse, joue avec le Stade toulousain et qui reviendra ensuite jouer à l'ASP puisqu'il sera le capitaine de l'équipe championne, donc l'équipe de Perpignan championne en 1921. Mais là, à ce moment-là, il est parmi les rouges et noirs, donc les Toulousains, au Stade de la Route de Thuir pour affronter ces futurs coéquipiers de l'ASP. Et donc, les Perpignanais affrontent le Stade toulousain. Alors, je dis ça surtout pour ceux qui connaissent Perpignan, puisque grâce au streaming, il y a sûrement des personnes qui sont de plus loin, qui nous regardent ce soir. Mais donc, pour les Perpignanais et les Catalans, vous reconnaissez sans peine ces bâtiments qui sont toujours là, à côté du stade de Jean de Lafont. Je veux dire, ils n'ont pas changé. Ce sont des entrepôts, où on mettait du vin, des barriques, etc. Et donc on reconnaît, là c'est Aimé Giral qui s'apprête à dégager le ballon. Vous voyez qu'ils ont tous le crêpe de deuil, donc le brassard sur le bras. Voilà, donc encore une autre phase de jeu. Donc les Perpignanais s'imposent et gagnent le droit, malgré l'Union, d'aller disputer la finale du championnat de France, en l'occurrence contre Tarbes, au stade des Ponts-Jumeaux à Toulouse. Alors évidemment, c'est un événement. Vous remarquez, là, c'est la presse qui s'est déplacée pour ce match contre Toulouse. Donc Félix Barbe, le capitaine, toujours très élégant, hein, avant de répondre aux journalistes, on enfile un blazer. Le blazer est bleu ciel. Oui, comme c'est en noir et blanc, je suis obligée de vous l'indiquer. Voilà. Et donc, il est en train de répondre à la presse qui, évidemment... à l'époque, il y a une très abondante presse sportive. Hein. Il y a de très nombreux journaux. Des fois, il y a juste 4 pages. Mais, je vous dis, le sport est vraiment en plein essor pendant la belle époque. Et donc, on prend des photos pour immortaliser cet événement. C'est une photo que j'affectionne particulièrement. Alors là, vous les voyez, ils ont leur blazer, évidemment. Au milieu, c'est Cudzac. À droite, c'est Jouet. Le monsieur avec le chapeau un peu penché donc sur l'épaule de Cudzac, c'est Pierrot Ducupe de Saint-Paul, c'est-à-dire l'ancien président de l'ASP. Et puis tout à gauche, eh bien, vous avez Aimé Giral. J'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit très bien qu'il n'était pas prévu dessus et qu'il a vu qu'on prenait une photo et il est venu en courant pour s'y mettre. C'est tout juste, mais il ne fait pas les oreilles de lapin à ses camarades. Et là, on voit à quel point il est jeune et à quel point il ressemble aux lycéens d'aujourd'hui.
Je vous rappelle qu'il est encore au lycée. Il va passer le bac après avoir disputé la finale du championnat de France. Donc, et il leur ressemble terriblement. Le fait de ne pas avoir, comme les autres, des moustaches très datées, les moustaches en guidon de vélo, fait que, eh bien, effectivement, les jeunes d'aujourd'hui peuvent se reconnaître en lui. Et donc, cette photo prise, je dirais, sur le vif, où il est venu se rajouter à la photo pour, ben voilà, ils ont immortalisé ce moment où ils ont été qualifiés. Alors, je voulais juste... Là, vous montrer tout à l'heure, je vous ai dit, regardez le monde qu'il y a. Eh bien, regardez d'un peu plus près. Ça, c'est la pelouse, les pelouses, le pesage. Et si vous arrivez à regarder de plus près, regardez tout à droite, vous voyez une coiffe blanche. Et il y en a d'autres dedans, mais évidemment, elles sont plus loin, hein, c'est un peu informe. Il y a des femmes parmi les spectateurs. Je dis ça parce que je me souviens qu'en 1998, quand la France a remporté la Coupe du Monde de football, tout d'un coup, les femmes s'intéressent au sport. Mais pas du tout, que nenni. Les femmes, elles sont intéressées au sport dès le début. Il y avait des femmes, y compris debout, autour du terrain, donc les clousettes, les paperettes. Les ouvrières du papier à cigarette Job, donc justement, qui venaient assister au match. Leur chouchou, c'était Aimé Giral. Le gosse, c'était le plus jeune. Alors là, vous avez les tribunes de l'époque du stade Jean Lafont, qui s'appelait que le stade de la Route de Thuir. Vous voyez jusqu'où ils allaient quand même. Hein, on ne perdait pas une place. Hein. Ils sont carrément montés jusque donc, dans les poteaux qui soutiennent le toit. Et de plus près, quand je vous dis qu'il y a des femmes, je ne vous raconte pas d'histoire. Elles viennent avec leur mari et avec leurs enfants. Ça, c'est plutôt de la bourgeoisie. C'est ceux qui ont les moyens de se payer les places donc, dans les tribunes. Donc ça, c'est le public perpignanais de 1914. Et le stade de la Route de Thuir, il est assez loin, en fait, de Perpignan en lui-même, puisqu'il faut sortir par la porte Saint-Martin et aller à hauteur de la gare. Donc on y va à pied, on y va en tramway, et puis il y a quelques voitures. Mais regardez, il n'y avait pas lourd de voitures à l'époque dans Perpignan. Donc ça, c'est le parking du stade de la Route de Thuir, donc en 1914, pour vous mettre dans l'ambiance. Et donc, le 3 mai 1914, à Toulouse, est disputée cette finale, qui est la première finale dans l'élite pour Perpignan, et qui va être du coup aussi le premier bouclier de Brennus pour Perpignan. Alors, comme Tarbes joue en blanc sur la photo, ils ont à nouveau mis leur maillot bis, c'est-à-dire rouge apparemment jaune. Et donc, le stade des Ponts Jumeaux à Toulouse, donc il y a un train, outre les joueurs, il y a un train spécial de supporters qui y va, plus quelques-uns, mais vous avez vu qu'ils n'étaient pas nombreux en voiture. Donc, il y a quand même une colonie de supporters catalanes qui est à Toulouse. Mais il faut se rendre compte qu'il y a surtout beaucoup de Toulousains et que les Toulousains n'ont pas digéré la défaite en éliminatoire. Par conséquent, c'est un climat extrêmement hostile. Il fait très chaud. Et la presse le dit, dès que les supporters entrent dans le stade, la moindre coiffe catalane est sifflée. Enfin, je veux dire, c'est une atmosphère vraiment assez délétère. Et est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que c'est l'enjeu? Les Perpignanais, je parle là des joueurs, commencent très mal la partie. De toute façon, à la mi-temps, ils sont menés 7-0 par Tarbes, ils sont méconnaissables. C'est pas que le stade Auceste Tarbais est transcendant, mais franchement, les Perpignanais ne sont pas là. Et la deuxième mi-temps commence pareil, jusqu'à 20 minutes de la fin. Et là, Félix Barbe, le capitaine, se dit, foutu pour foutu, allons-y, on y va. Et il crie à ses joueurs, ouvrez, ouvrez. Et ils oublient l'enjeu, ils oublient tout, et ils se mettent à jouer comme ils ont l'habitude de jouer à la main. Et François Notet, qui est un jeune vigneron, il a 21 ans, un jeune vigneron de la Salanque, il est de Toreil, marque un premier essai. Puis Félix Barbe lui-même en marque un deuxième. Là, parce que ce n'est pas le même nombre de points qu'aujourd'hui, donc là on est revenu à 7-6. Il reste 2 minutes à jouer, 2. Si la transformation est réussie, les Perpignanais passent devant et sont champions. Si elle est ratée, c'est Tarbes. Je veux dire, l'équation, elle est simplissime. La transformation, elle est difficile parce que l'essai, il a été marqué en coin. Et celui qui est censé botter, c'est un gamin qui a 18 ans, qui s'appelle Aimé Giral et qui est encore au lycée et qui se démonte absolument pas. Cette photo de la finale,
où vous voyez, donc, je parle des joueurs en foncé, hein, en rouge, donc les Perpignanais. Vous voyez Cusack qui est à gauche, vous voyez debout vers l'avant, c'est Max Courrégé. Vous voyez tout à droite, c'est le demi de mêlée, donc François Fournier. Et celui qui est en train de récupérer le ballon, vu sa position, alors on ne le voit pas trop parce qu'il a une casquette, donc c'est pas sûr à 100%, mais on va dire que vu sa silhouette longiligne et l'endroit où il est placé par rapport à François Fournier, c'est sans doute Aimé Giral lui-même. Voilà. Donc ça, c'est une photo qu'on a de cette finale à Toulouse. Et donc c'est lui qui, Max Courrégé, que vous voyez devant là, lui pose le ballon et il s'élance. Et comme dit la presse de l'époque, d'un coup de savate magistral, il fait passer le ballon entre les poteaux. Et Perpignan, sur le fil, je vous l'ai dit, restait 2 minutes à jouer, passe devant 8-7 et remporte le premier bouclier de Brennus de son histoire, grâce à ce gamin qui est encore au lycée. Donc évidemment, voilà cette équipe championne de France. Donc je vais tous vous les citer maintenant quand même, parce que sinon, je ne veux pas en oublier. Donc je vais commencer par en haut, ceux qui sont debout. Donc de gauche à droite, vous avez Lida. Ensuite, François Noté, celui qui a marqué le premier essai de la finale. Ensuite, Jouet, Schuller, le talonneur, André Cusack, Maurice Gravas, vous vous souvenez, je vous avais dit son nom, il était au tout début à la création de l'ASP, donc Maurice Gravas, deuxième ligne, Lacara, et tout à droite, qui est un petit peu sur le devant, c'est Coco Rock. Ensuite, assis, la ligne des trois quarts, en fait, qui est assis sur le banc, vous avez donc Serre. Vous avez Max Courrégé, qui est fonctionnaire et qui est quelqu'un qui adore la littérature, la poésie, notamment Albert Samin, et qui écrit très bien. J'aurai l'occasion de vous le citer à plusieurs reprises parce qu'il a le sens de la formule qui fait mouche. Donc Max Courrégé, Félix Barbe, avec le ballon, c'est le capitaine, c'est normal. Lui, il est patron d'une usine d'anisette au Vernet et il a des vignes. Ensuite, donc, Amila, à droite, et devant, donc, assis par terre, vous avez Joseph Kouf, qui est dessinateur aux Ponts et Chaussées. Il n'a qu'1 an de plus qu'Aimé Giral. Hein. C'est l'avant-dernier au point de vue de l'âge, si je puis dire. Il est arrière. François Fournier, donc, vous vous souvenez, c'est celui il est militaire, il est surveillant au collège et il est donc demi de mêlée de l'ASP. Et à droite, donc, assis, Aimé Giral, le héros de cette finale, qui est encore lycéen au collège de Perpignan. Alors ça, c'est la photo officielle. Hein, celle qui sera vendue après dans les commerces à Perpignan pour ceux qui veulent garder un souvenir. Pris au même moment, mais cette fois-ci avec des officiels et légèrement de côté. Celle-là, elle est un peu plus naturelle. C'est les mêmes, hein, placés exactement au même moment. Donc voilà, ça c'est l'équipe championne de France, donc 1914, le 3 mai 1914. Si j'insiste sur la date, c'est pas hasard évidemment, vous l'avez compris. Et ce titre, elle le doit à ce gamin. Quand je vous ai dit qu'il était beau garçon quand même, hein, voilà, je pense que vous n'allez pas me contredire. Et c'était le chouchou, le gosse, c'est comme ça que tout le monde l'appelait. Et là, il devient le petit prince de Perpignan. Ils reviennent donc en train le lendemain, tout le monde les attend à la gare, les équipes de jeunes leur font escorte à l'antique, vous savez, avec des lauriers, avec des torches. Ils font ce qu'on appelle un passe-ville, c'est-à-dire ils font le tour de la ville pour aller à l'hôtel de ville, brandir le bouclier de Brennus. Et évidemment que Aimé Giral est particulièrement fêté, c'est le héros du jour. Aimé Giral qui ne s'arrête pas là, je vous l'ai dit, l'État pousse à la pratique du sport pour faire de bons soldats. Perdez jamais ça de vue, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, il participe par ailleurs au concours de l'athlète le plus complet, qui est organisé sur toute la France par un magazine. Et il finit deuxième, c'est une photo qui a été prise à cette occasion-là. Maltête au milieu, c'est celui qui a gagné. Lui, il est deuxième de la moitié sud de la France. Alors, c'est un concours où il y a aussi bien de l'athlétisme, je dirais, il y a des épreuves de course, de saut, de lancer, mais aussi du monter à la corde, des haltères, etc. C'est vraiment pour mettre en avant les meilleurs athlètes français qui sont censés devenir des modèles quand on fera la guerre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Il faut être clair. Et donc, Aimé Giral participe à ce concours. Il finit deuxième de la moitié sud. Il est qualifié pour la finale qui doit avoir lieu le 2 août 1914 à Paris.
Cette finale, elle n'aura évidemment jamais lieu, parce que si vous vous souvenez un petit peu de vos cours d'histoire, vous savez que le 2 août 1914, c'est la mobilisation, et le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, et c'est le début de ce qu'on ne sait pas encore être la Première Guerre mondiale. Mais donc voilà, ça clôt le chapitre, je dirais, rugbystique, sportif, festif, euphorique de cette avant-guerre perpignanais. Maintenant, les rugbymen vont devoir laisser leur maillot, laisser le ballon, endosser l'uniforme. Ils sont mobilisés. Alors, pas tous d'entrée, parce que les deux plus jeunes, Kouf et Giral, ils sont trop jeunes justement encore, ils ne partiront qu'à l'automne. Mais donc, le 2 août 1914, les 13 autres sont mobilisés. Donc, ils se réunissent au siège de l'ASP, qui est au Café de la Loge, donc en plein cœur de Perpignan. Et ils demandent à ce que soit décousu, c'est pas eux qui le font eux-mêmes, le losange qui est sur leur maillot blanc. Et on leur recoue sur la manche de leur veste d'uniforme. Ils partent avec un seul regret d'ailleurs, c'est de ne pas pouvoir tous partir ensemble, dans la même unité, parce que, disent-ils, on serait invincible. Alors, cet écusson, il est vraiment très important. C'est un écusson qui représente donc les 4 barres catalanes, c'est-à-dire le blason historique, ce qu'on appelle la seignière catalan. Et comme tous les autres hommes du département, de la tranche d'âge qui est mobilisée, eh bien, ils partent défendre le petit écusson et le grand drapeau, français évidemment, la petite et la grande patrie, c'est-à-dire donc le pays catalan et la France. Et le mot d'ordre, c'est catalan avant tout, français par-dessus tout. Voilà quel est leur état d'esprit quand ils partent, en étant persuadés comme tout le monde que ça va être vite réglé. Ils se donnent rendez-vous à Berlin, bien évidemment. Et ils sont sûrs d'être revenus à temps pour le début de la saison de rugby 1914-1915. Alors, ils ne sont pas tous, je vous l'ai dit, dans la même unité. Il y a plusieurs, pas mal, notamment les vignerons qui sont au 53e régiment d'infanterie. Mais Maurice Gravas, par exemple, est au 44e régiment d'infanterie coloniale. Barbe, il est artilleur. Paul Serre, il est avionneur. C'est comme ça qu'on dit au tout début, c'est-à-dire qu'il va à Toulouse rejoindre une unité avec les premiers avions. Cocoroc, lui, il est chez les Dragons. Mais enfin, globalement, la majeure partie des joueurs comme des hommes donc des Pyrénées-Orientales, ils sont soit au 53e régiment d'infanterie, qui est constitué par une majorité de Catalans et une minorité d'Audois, et soit au 80e régiment d'infanterie, qui est constitué par une majorité d'Audois et une minorité de Catalans. C'est les deux principaux régiments quand ils vont partir. Et quand je vous dis qu'ils vont partir, ils vont partir directement au front et en première ligne, parce que le généralissime en chef donc, des armées alliées, c'est un certain Joseph Joffre, général Joffre. Nous sommes ici chez lui, la rue d'à côté, c'est la rue Maréchal Joffre, avec sa maison natale. Et c'est lui qui est généralissime et qui, n'en s'en cache pas, il le dit, il dit « Moi, j'envoie les Catalans devant parce que mes Catalans, ils ne reculent jamais ». Bon, il n'était pas très économe en vie humaine, hein, le général Joffre, c'est le cas de le dire. Il n'est pas maréchal encore, hein, c'est pour ça que je l'appelle général. Mais voilà, on fait c'est la guerre à l'ancienne, hein, école militaire, voilà, on avance là, on sacrifie ça, etc. Et les régiments du Sud, et notamment les régiments catalans, vont payer un très lourd tribut. Ils ne sont pas les seuls, hein, la Bretagne aussi, enfin, etc. Mais il faut savoir que, par exemple, le village qui a payé le plus lourd tribut en France, c'est un village du département des Pyrénées-Orientales, c'est Oreilla. Donc en pourcentage par rapport à ceux qui ont été mobilisés, sachant qu'ont été mobilisés, bon, donc il y a la catégorie de ceux qui vont au front, mais ensuite vous avez les réservistes, et ensuite même jusqu'à 45 ans, vous avez les plus âgés sont dans les territoriaux, c'est-à-dire qu'ils vont garder les passages à niveau, les ponts, les ports, etc. Ils ne sont pas directement au front, mais ils sont à l'armée, ce qui fait que, évidemment, ici, il reste essentiellement des gamins, des vieillards et les femmes qui font marcher donc le département. Et donc, ces régiments catalans et nos joueurs de l'ASP, je vous rappelle donc que l'idée c'était qu'ils soient des exemples, que lorsqu'ils sont au front, eh bien ceux qui viennent les suivre et les encourager tous les dimanches au stade les suivent aussi, ça va très bien marcher. Et la solidarité qui était née
autour du rugby va se poursuivre dans les tranchées. Parce qu'en fait, le rugby, c'est la première, ici, je parle ici en pays catalan, c'est la première activité qui va rassembler toutes les classes sociales. Là, je parle avant la guerre. Jusqu'ici, suivant à quelle classe sociale on appartenait, on ne frayait pas. Même ceux qui travaillaient dans les commerces et ceux qui travaillaient à la préfecture, qui gagnaient à peu près pareil, eh bien, ne se mélangeaient pas. On avait son café, on avait son cercle. Le seul moment où on se mélangeait, c'était le carnaval, mais on était masqués. Et là, le rugby, en fait, c'est la première fois où, dans cette équipe de l'ASP, je vous l'ai dit, il y a des militaires, François Fournier, les sous-lieutenants au 53e régiment d'infanterie, Cocoroc, il est chez les Dragons, etc. C'est des militaires, des vignerons. Je vous ai dit qu'il y avait un dessinateur des ponts et chaussées, un patron d'une usine d'anisette, un fonctionnaire, un lycéen. Donc, Albert Bozil, qui est le délégué du comité, qui est un poète, un journaliste, un romancier, un dramaturge, un intellectuel. Donc, c'est le chef de file de l'intelligentsia catalane. Et vous avez aussi donc l'ancien président, c'est Pierrot Ducup de Saint-Paul, qui était l'homme le plus riche du département, le petit-fils de Pierre Bardou-Job, donc un des héritiers de la fortune Job. Donc, c'est vous dire. Et comment voulez-vous qu'un gamin comme Aimé Giral, qui est le fils d'un boulanger, il n'y avait aucune chance qu'il rencontre ces gens-là, c'est le rugby qui lui avait permis d'être ami avec ces gens-là. Et donc, pour nous, ici, en pays catalan, cette fraternité et ce mélange né, ce melting pot, comme on dit à l'anglaise, puisqu'on est encore tradition très britannique, qui a commencé avec le rugby, va se poursuivre dans les tranchées et ça va très bien marcher. On parle notamment, parce que, évidemment, au début, je ne sais pas si vous avez déjà feuilleté la presse de l'époque, au début, il n'y a pas de censure. C'est après qu'ils vont se rendre compte qu'il est nécessaire peut-être d'éviter de dire où sont stationnés tel et tel régiment pour renseigner l'ennemi. Mais sur le coup, il n'y a pas de censure. Donc on sait tout au début. Et par exemple, lorsque les hostilités commencent, en fait, les Français, l'armée française avance, puisqu'elle arrive jusqu'en Alsace. Ce n'est qu'après qu'elle va reculer et qu'ensuite il y aura la bataille de la Marne. Mais en août, donc on va jusqu'en Alsace. Eh bien, lors de cette première offensive, eh bien, il y a une histoire fameuse qui est dans tous les journaux, bien évidemment. Dans une unité, il y a un de l'ASP qui est licencié, qui n'est pas dans l'équipe 1, il s'appelle Albert Codine. Il a été précédemment dans l'équipe première, là il ne l'est plus. Il n'est plus dans les champions, mais il est toujours licencié à l'ASP. Et Albert Codine, il est maréchal des logis. Donc c'est un petit grade, vraiment. Et il se trouve que dans l'attaque, ils doivent conquérir une butte avec les ennemis en haut. Eh bien, tous ces supérieurs sont tués, tous ces supérieurs hiérarchiques, le capitaine, le lieutenant, le sous-lieutenant. Bref, avec la poignée d'hommes qui reste, il réussit à prendre la position. Le soir, le général, c'est pas Joffre, c'en est un autre, vient les passer en revue et demande où sont les officiers. Et on lui dit, mais non, il est mort. Le capitaine, il est mort. Le lieutenant, il est mort. Le sous-lieutenant, il est mort. Mais qui vous a emmené là-haut ? Le maréchal des logis, Codine. Et donc, il s'adresse à Codine en lui demandant, mais où avez-vous appris à mener l'assaut comme ça et à mener des hommes ? Et au garde à vous, Codine lui répond, sur les terrains de rugby, mon général. Donc, le plan de l'État français, de la République française, avait parfaitement marché. Oui, les sportifs ont entraîné après eux leurs supporters, on va dire, et le reste de la population. Donc, les premières offensives et immédiatement les premiers morts. Alors là, évidemment, c'est moins pittoresque que Codine sur le terrain de rugby, mon général. Le premier mort, il ne va pas tarder. Je vous l'ai dit, la guerre est déclarée, donc la mobilisation le 2 et la guerre est officiellement déclarée le 3 août. Et le 20, en Lorraine, en Rohrbach, limite entre la Lorraine et l'Alsace, eh bien, notre Schuller, qui est le talonneur, Raymond Schuller, est tué. Donc, Schuller, il faut se rendre compte que c'est une vie en raccourci. Pour tout vous dire, Schuller, il s'est marié en février 1914. Il a été champion le 3 mai. Il a été mobilisé le 2 août et il est mort donc le 20 à Rohrbach en Moselle. Il était au 53e régiment d'infanterie. Il avait 24 ans, il était employé de commerce. En fait, on ne saura pas tout de suite sa mort, puisqu'il faudra 4 mois pour qu'on en ait la confirmation. Pendant un moment, on pense qu'il a été fait prisonnier, qu'il a été blessé, qu'il est quelque part dans un hôpital. Mais non, il est bien mort dès le 20 août. Donc, premier champion de France à tomber, c'est Raymond Schuller.
Le deuxième, peu après, Maurice Gravas, vous vous souvenez, qui est un des pères fondateurs de l'ASP en 1902, le deuxième ligne, un vigneron de Millas, un ancien élève du collège, donc, puisque c'est comme ça qu'il a été à la fondation de l'ASP. Il était au 44e régiment d'infanterie coloniale et il est tué, alors il est un peu plus âgé, lui, il a 29 ans, il est tué le 20 septembre 1914 à Billy-le-Grand, dans la Meuse. Juste quelques jours, puisque c'était donc le 20 septembre, 4 jours après, c'est François Fournier. François Fournier, le demi de mêlée. Je vous ai montré sur plusieurs images, c'était lui qui était donc qui entraînait l'équipe du collège, c'était donc le demi de mêlée d'Aimé Giral. Il était sous-lieutenant au 53e et donc il est tué le 24 septembre 1914 au bois de Hazel, c'est en Meurthe-et-Moselle, à 26 ans. Ce jour-là, il y a eu 250 morts du 53e le même jour. Si je vous parle des rugbymen, c'est évidemment parce qu'ils représentent toute cette génération qui a été fauchée sur le champ de bataille. Quand on apprend la mort de Fournier, il est, comment dire, on est encore dans l'euphorie de la mobilisation et du départ, la guerre va être courte, etc. Donc on raconte comment il est mort. Il est mort comme il a vécu, je dirais. C'est-à-dire que Fournier, c'était le genre à partir sabre au clair, je parle sur les terrains de rugby, à l'assaut des lignes justement de Bayonne, de Toulouse, de Tarbes, etc. Et il a fait la même chose, c'est-à-dire qu'en tant que sous-lieutenant, il doit donner l'ordre de l'assaut. Au moment où il le donne, en face, c'est la mitraille. Donc tous ces soldats qui sont sous ses ordres se mettent à plat ventre et ne sortent pas de la tranchée. Donc pour donner l'exemple, il se lève, il prend son fusil et il tire. Et comme son fusil est déchargé, il demande à ce qu'on lui en passe un deuxième en lui disant « c'est comme ça qu'on attaque ». Et au moment où il épaule pour tirer une deuxième fois, avec le deuxième fusil, il prend 2 balles dans le ventre et il est tué net donc au bois de Hazel. Et les journaux disent, eh ben voilà, il ne pouvait pas mourir autrement. Voilà, le panache qui le caractérisait, cette façon de partir à l'assaut, eh ben, il l'a eu contre les Boches. Petite parenthèse, pourquoi on dit les Boches? Parce qu'au départ, c'est les Allemands, après on a dit les Alboches, et puis le Al est tombé, c'est devenu Boche. Voilà, c'est pour ça qu'on en est arrivé. J'en profite. Je fais une petite parenthèse. Donc, le troisième champion de France à mourir au front, c'est François Fournier. Le quatrième, c'est Joseph Lida. Troisième ligne, L. Il est sergent quand il part donc à la guerre. Il est fait sous-lieutenant, donc il est au 53e régiment d'infanterie, je vous l'ai dit, la plupart c'est dans ce régiment-là. Il est fait sous-lieutenant sur le champ de bataille pour fait d'armes et il est tué le 1er novembre en Belgique. Donc, quelques jours seulement après avoir été fait officier, il avait 23 ans. Donc là, nous sommes, je vous l'ai dit, le 1er novembre. Et le 9, c'est François Noté, le deuxième ligne qui a marqué le premier essai de la finale. Il n'a que 21 ans. Je veux dire, il n'est pas beaucoup plus âgé qu'Aimé Giral. Et donc, c'est un vigneron de Toreil. Il était parti soldat, il est déjà caporal. Donc, après juste quelques mois, 21 ans, et il meurt, donc il est tué à Lillebec, c'est en Belgique aussi. Et lors de cette bataille qui se déroule dans le saillant d'Ypres, donc qui a vu périr Lida et Noté, eh bien plus de 1000 hommes du 53e ont été tués dans le même engagement, dans la même bataille. Je tiens à le dire parce que voilà, il n'y avait pas que les joueurs de rugby, il y avait les autres aussi, tous ceux qui représentaient. Donc là, si vous comptez bien, on est déjà à 5 champions de France sur 15, alors qu'on n'est qu'au début du mois de novembre 1914 qui ont été tués. C'est à ce moment-là que Aimé Giral et Joseph Couff partent faire leur classe. Ils sont mobilisés à leur tour. Je vous les ai dit, ils étaient trop jeunes, ils n'étaient pas encore mobilisés. Giral râlait assez d'ailleurs parce qu'il disait qu'on ne voulait pas qu'ils jouent le grand match, qu'on l'écartait de l'équipe, il voulait être avec les autres. Donc enfin, il peut partir. Il attendait que ça, vraiment. Et tous les deux partent faire leur classe. Ils sont aspirants officiers au 80e régiment d'infanterie à Pézenas, donc pour les classes. Et à cette occasion-là, la photo que je vous montre n'est pas d'extraordinaire qualité, mais c'est la seule qu'on a d'Albert Bozil jeune. Après, on en a plein de l'après-guerre, quand il était donc le mentor de Charles Trenet, mais ce n'est pas à ça qu'il ressemblait en 1914. Donc voilà. Donc Albert Bozil, je vous l'ai dit, qui est journaliste, qui a créé le Cri catalan, qui suivait tous les exploits de l'ASP, qui est
par ailleurs poète, romancier, dramaturge, etc., lui écrit une lettre ouverte dans son journal. Je ne vous la lis pas en entier, mais je vais vous lire quelques extraits, parce qu'elle est extraordinaire. Elle s'appelle « À un de la classe 15 », c'est-à-dire à Aimé Giral. « Mon ami, il faut fermer les cahiers et les livres. Il faut ranger le cartable et l'équerre et les compas, et le plumier où sont les crayons de couleur. Il faut ranger aussi dans l'armoire le beau maillot lavé à neuf et les gros souliers à crampons. Il faut partir vers cette chose terrible, se battre. Tu as 19 ans, tu étais le gosse de la bande. Les autres, les aînés, étaient partis le premier jour, ardents, fervents, chantant, comme ils partaient pour Tarbes, pour Bayonne, etc., etc. Plus loin, à tes épaules de 19 ans, fier du glorieux fardeau, le flingot sera léger, qui te donnera la vengeance et la victoire. Sans doute le sac sera pesant, et la capote souvent mouillée par les brouillards de la Meuse et du Rhin, et lourd de la pelle pour les tranchées, et lourd de la baïonnette pour l'assaut. Plus lourd tout cela que le maillot de laine blanche et que le ballon de cuir dont ta savate magistrale se débarrassait si bien par-delà les poteaux le soir de Toulouse. Maintenant aussi, il s'agit de frapper juste et fort. Je te connais, tu ne failliras pas à la besogne. Et là, tu marqueras ton essai, transformé en victoire par la volonté de tous. Bonne chance, petit, nous sommes sans crainte à ton sujet, tu es né vénard. Joue dur, joue personnel, nous te le permettons, mais joue serré, et le soir de la revanche, nous irons t'attendre à la gare avec des feux de Bengale, des musiques et des palmes, pour fêter avec ton retour la victoire de la grande équipe des vrais champions de la France. J'ai toujours un nœud à la gorge quand je lis cette lettre, et je vous demande surtout de regarder dans un coin de votre mémoire ce qu'il lui a dit. Tu vas revenir, tu es né vénard, et quand tu vas revenir, nous serons tous à la gare pour t'attendre avec les feux de Bengale, la musique et les palmes. D'accord ? Donc Aimé Giral et Joseph Couff, son arrière, partent ensemble faire leur classe à Pézenas, au 80e régiment d'infanterie, en tant qu'aspirant officier. Giral est comme un poisson dans l'eau. De toute façon, je vous l'ai dit, ce gamin-là, il est doué pour tout. Donc, il est doué aussi pour ça. Et il a hâte, donc, d'avoir son baptême du feu. Mais en attendant, lorsqu'il a des permissions, il revient à Perpignan et il joue avec les jeunes de l'équipe 2, ceux qui ne sont pas encore mobilisés et qui, qu'est-ce que vous voulez, les jeunes, que voulez-vous que fassent les jeunes pendant la guerre? Évidemment, le championnat, tout a été suspendu. Il n'y a plus de compétition. Mais ils veulent jouer au rugby, ils ont des fourmis dans les jambes, de toute façon, il faut bien qu'ils s'occupent. Alors ils organisent des matchs en faveur des blessés de guerre, en faveur des veuves de guerre, etc. Sauf que là, ça passe très mal. Ça passe très mal, et là c'est pareil, je vais vous le lire, parce que ça passe très mal auprès des joueurs, de ceux des équipes premières, qui disputaient le championnat, et qui sont maintenant tous, enfin justement pas tout à fait tous, sous les drapeaux. Quand je dis pas tout à fait tous, les Catalans, ils y étaient tous. Mais il se trouve que, déjà, ils digéraient mal que certains de leurs adversaires se soient retrouvés réformés pour une mystérieuse faiblesse de poumon ou bombardés conducteurs de la voiture, chauffeurs de la voiture d'un général. Et se mettre à jouer, évidemment, quand ils avaient des permissions avec les plus jeunes. Et puis bon, comme ils disent, on ne peut pas jouer comme ça quand on se fait casser la gueule dans l'autre coin du terrain. Alors ils se réunissent quand ils peuvent se retrouver quelques anciens champions de France, donc des Toulousains, des Bayonnais, des Catalans, se réunissent pour faire une lettre ouverte qui paraît dans toute la presse et qui dit ceci: le seul maillot, c'est l'uniforme, la seule équipe adverse, celle des Boches, le seul sifflet admis, celui des balles. Et dans la presse des Pyrénées-Orientales, Max Fourégé, je vous ai dit, il a le sens de la formule et il écrit extrêmement bien, en rajoute une couche spécialement pour les jeunes Catalans et il leur écrit « On ferme les portes de la boutique quand il y a des morts au premier ». Donc ils sont ulcérés de voir les jeunes jouer au rugby pendant qu'ils sont cassés la gueule dans les tranchées, en clair. Et donc ça ne se passe pas très bien avec l'arrière et malgré ça, que voulez-vous que fassent les jeunes en attendant d'être mobilisés ? Jusqu'au moment où Félix Barbe va intervenir lui-même et il va clore le débat. Il va lui-même donner le coup d'envoi d'un match des jeunes à l'arrière pendant une de ses permissions, c'est des permissions de 6 jours. Et il va écrire, parce que comment garder le contact quand on est au front ? C'est facile. Ils sont dans des unités différentes, il n'y a pas de problème. Ils sont tous abonnés au même journal, le Cri catalan d'Albert Bozil. Alors ils écrivent le journal imprime leurs lettres, et ça leur permet, en lisant le journal, d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Et donc,
Félix Barthes, volontairement bien sûr, écrit au journal en disant « Les aînés peuvent être fiers, les petits n'ont pas démérité, laissez-les jouer ». Et à partir de là, la polémique est terminée. Et d'ailleurs, ça va être entériné au niveau de la France même, pas question de faire redémarrer le championnat de France, ce serait indécent, mais c'est là qu'on va créer le challenge de l'espérance, justement pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne sont pas mobilisés, pour qu'ils puissent continuer à faire de l'exercice physique, notamment en attendant d'être mobilisés. Et donc à Perpignan, les jeunes de l'ASP vont créer l'équipe des Green Devils, toujours les Anglais, hein, c'est-à-dire des Diables Verts. Ils ont choisi un maillot, ils ne vont pas prendre le maillot blanc de leurs aînés qui sont au front, ce ne serait pas correct. Donc ils prennent un maillot vert, couleur de l'espérance, et avec le losange des barres catalanes, mais avec le crêpe noir qui indique donc leur respect et le deuil, puisque, je vous répète, ils sont déjà 5 joueurs à avoir été tués au front à ce moment-là. Et donc les Green Devils, alors il y a les vieux catalans, puisqu'il ne reste que les gamins et les plus vieux dans le département, donc à Perpignan, ils ont du mal à dire Green Devils, ils ne parlent pas, vous imaginez, en roulant les airs, et l'anglais, ils ne connaissent pas, donc on les surnomme les graines de mille. Voilà, donc ils vont voir jouer les graines de mille au stade de la route de Tuire pendant toute la guerre. Donc Aimé Giral vient les renforcer de temps en temps quand il redescend à Perpignan pour ses permissions, jusqu'au printemps 1915, où là, comme Couff, ils ont fini leur classe et c'est le baptême du feu. Et donc ils rejoignent leur unité au 80e régiment d'infanterie, au front. Aimé Giral, je vous ai dit, les autres écrivent volontiers au Cri catalan pour donner de leurs nouvelles, pour raconter ce qui se passe, etc. C'est pour ça qu'on a vraiment une vision très, très vivante, très vive de ce qui se passe dans les tranchées, des longs moments d'attente, de la façon dont, au départ, ils baissent la tête quand ils entendent les obus siffler au-dessus de la tête, et puis après, ils n'y pensent même plus, enfin, etc., etc. Et de leur réaction face à la disparition de leurs camarades, évidemment. Mais Giral, lui, il écrit assez peu, c'est très bref, vraiment. D'ailleurs, ses camarades, des fois, dans leurs lettres, disent « Quelqu'un a des nouvelles du gosse ?» Le gosse, c'est Aimé Giral. Hein. Où est Giral, vous le savez. Lui, quand il écrit, c'est à sa famille. Il faut dire que c'est un petit peu le messie dans sa famille. C'est le seul garçon, il a une sœur qui s'appelle Blanche. Ses parents sont séparés, plus ou moins, à ce moment-là. Donc il doit écrire à son père, il doit écrire à sa mère et à sa sœur, parce que sinon elle se vexerait de ne pas avoir de lettres. Donc on a la famille, donc les descendants de Blanche, donc de sa sœur, ont gardé ces lettres. Donc je vous montre fac-similé, enfin c'est un scan, c'est l'écriture d'Aimé Giral. Il faisait toujours beaucoup de dessins. Je vous rappelle qu'il voulait devenir architecte. Donc là, c'est un dessin de sa tranchée. Là, par exemple, il a fait le dessin de la chevalière qu'un de ses camarades au front est en train de lui confectionner avec un bouton allemand. Donc il l'a dessiné. Et donc son unité est stationnée en Champagne. Et au mois de juillet, voilà, ça c'est sa dernière photo qui a été prise de lui, donc dans les tranchées. Donc on est en Champagne et il est malade. Là, il n'est pas blessé, il est malade, donc on l'envoie à l'infirmerie, hein, tout simplement. Et donc on est en juillet 1915 et il voit arriver un de ses coéquipiers de l'équipe 2, qui s'appelle Marty, qui meurt dans ses bras, donc c'est un choc, c'est ce qu'il raconte dans cette lettre à sa famille, mais comme c'est petit, je ne vous demanderai pas de la lire, évidemment, mais il explique comment à sa famille, en demandant à sa mère d'aller voir la maman de Marty pour lui raconter et pour lui apporter son soutien. Et donc, il voit mourir Marty, puis ensuite il est guéri, lui, il revient à sa tranchée. On est le 22 juillet 1915. Et au moment où il arrive donc, pour rejoindre son unité à sa tranchée, il y a un obus qui éclate, qui explose, et il prend un éclat d'obus dans l'épaule. Enfin, du moins, c'est ce que pensent les médecins. Donc, on leur envoie ce qu'on appelle l'ambulance, c'est-à-dire l'infirmerie qui est sur le champ de bataille, hein, la tente. Et alors, on sait tout de sa mort pour une bonne et simple raison, c'est que, je vous l'ai dit, c'est des régiments territoriaux. Hein. Donc, il est au 80e, il y a beaucoup de Catalans au 80e. Donc, en fait, le brancardier, il est catalan. L'aumônier qui va lui donner l'extrême onction est catalan. L'infirmier, enfin, bon. Il y a des Catalans partout qui vont raconter, puisque c'était le Petit Prince de Perpignan, c'était la vedette de tout un département, et plus que ça, plus qu'un peuple. Et donc, en fait, quand il arrive, il pense qu'il n'est touché qu'à l'épaule, mais en fait, l'éclat d'obus a transpercé le poumon dessous.
Et il va décliner tout au long, donc il va agoniser pendant toute une nuit. C'est là qu'il se rend compte, il dicte une lettre à ses parents parce il n'a plus la force d'écrire. Et il dit les majors m'ont menti. En fait, je pense qu'ils se sont surtout trompés. Ils ont voulu croire qu'il n'avait que l'épaule de toucher, mais je vais mourir. Et en fait, je dirais, c'est quelque part, ça vient. Il avait le pressentiment que depuis le début que ça se finirait comme ça. Alors vous allez me dire, quoi, ce gamin-là, qui est beau comme un astre, et on dirait, il est solaire comme ça, il savait qu'il allait mourir? Bah oui. Lorsqu'il faisait ses classes et que ses supérieurs lui disaient, Giral, vous êtes doué pour ça, après la guerre, il va falloir rester dans l'armée, vous ferez carrière. Et il répondait, encore faudra-t-il y rester jusqu'à la paix. Et puisqu'il y avait déjà eu 5 morts, Albert Bozil, qui lui était mobilisé dans les territoriaux, il était à l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains, avait lancé une souscription pour faire un monument aux morts où serait donc une plaque en marbre où seraient inscrits les noms de tous les joueurs tombés au front. Et lorsqu'il avait reçu la demande, donc est-ce que tu peux envoyer un peu d'argent pour ça, etc., il avait répondu je ne donnerai pas d'argent pour un monument qui doit porter mon nom. Donc, alors que tout le monde était persuadé que s'il y en a un qui revenait, ce serait lui, qui est né vénard, à qui tout réussissait. Quelque part, lui, il avait le pressentiment qu'il ne reviendrait pas. Et donc, cette nuit-là, il se rend compte, les majors m'ont menti, je vais mourir. Donc, il ne peut plus écrire, il dicte cette lettre. Il a juste la force d'embrasser la lettre qui est écrite par quelqu'un d'autre. Et il meurt donc le soir, donc le 22 juillet 1915. Sa mort est connue assez vite, 2 jours après, et c'est vraiment un séisme à Perpignan. Je vous l'ai dit, hein, c'était le gosse, c'était celui que tout le monde aimait et celui dont on était persuadé qu'il reviendrait. Et donc les journaux titrent « Le gosse est mort ». Et il n'y a pas besoin de dire qui c'est, tout le monde sait qui est ce gosse-là. Et c'est vraiment un cataclysme, quoi. C'est vraiment un état de choc. Donc pendant qu'il est enterré au front, c'est le cas de tout le monde, hein, de tous les soldats tombés au front, on les enterrait dans le cimetière du village le plus proche. Ce n'est qu'après qu'on va faire des cimetières militaires. Donc il est enterré au cimetière de Somme-Suip. Et Félix Barbe, son capitaine, c'est le seul pour qui il fait ça, va demander l'autorisation, il est artilleur, hein, je vous l'ai dit, il n'est pas du tout dans le même régiment, va demander l'autorisation d'assister à son enterrement. Et il dit, je vais y arriver à le trouver, me considérant un peu comme représentant de l'ASP, je me suis procuré une bière et je fais actuellement aménager sa tombe. Giral aura une dernière demeure modeste, mais digne de sa vaillance et de son courage. Donc voilà, la tombe qu'il a fait aménager. C'est le seul pour qui il a fait ça. Les autres sont tombés, chacun avec leur unité, hein, de leur côté. Mais pour le gosse, donc Félix Barbe s'est déplacé, donc a demandé l'autorisation d'aller à Somme-Suip, c'est le cimetière de Somme-Suip en Champagne. Et puis le 31 juillet, il y a un service funèbre qui est célébré à l'église de la Réal à Perpignan, évidemment sans cercueil, hein, comme tous les autres. Et évidemment, l'église est pleine à craquer, il y a du monde dehors, etc. C'est vraiment un choc épouvantable, la perte du gosse et du héros de la finale. Et en plus, ce n'est pas le dernier, puisque je vous ai dit tout à l'heure, l'arrière, Joseph Couff, il n'avait qu'1 an de plus que lui. Donc lui, il a le temps. Giral est mort, il attendait ses galons de sous-lieutenant, il était toujours aspirant officier. Couff a eu le temps de devenir sous-lieutenant, mais lui aussi est tué en septembre, dans la main de Massige. Fin septembre, je vais y arriver à retrouver, voilà. Il est tué dans un déluge de feu absolument tel que c'est pas compliqué. On ne récupérera pas les cadavres, ils ont été enterrés sur place, sous des tonnes de terre. Donc, que ce soit Couff ou ses coéquipiers, excusez-moi, vous voyez, le lapsus révélateur, ou ses camarades du 80e qui étaient engagés dans la main de Massige, eh bien, ils ont été enterrés sur place. On n'ira pas les déterrer après. Ils ne sont pas dans les cimetières militaires. Donc, Joseph Couff meurt le 30 septembre 1915. C'est le dernier qui va mourir, mais c'est la mort de Giral et de Couff, c'est vraiment une bascule dans l'opinion dans le département et à Perpignan. C'est très très différent de ce qui avait été écrit lorsque
Ben, je vous l'ai dit, lorsque François Fournier meurt, et là, il est mort en montant à l'assaut avec panache, etc., etc. Là, on n'a plus envie. On n'a plus envie de trouver du panache à ça. C'est les gosses qui sont en train de tomber. Et Max Courrégé, qui, je vous l'ai dit, a véritablement la plume, voilà, et le sens de la formule, il écrit donc dans le cri catalan « Passe encore pour les hommes faits comme nous, qui avons connu des joies et des peines qui parfois même nous ont guéris de la vie de vivre. Mais les gosses, qu'on les laisse !» Et là, à partir de ce moment-là, on sent vraiment une bascule dans l'opinion. D'ailleurs, Albert Bozil, en janvier 1916, donc quelques mois après, va laisser le cri catalan. Il n'a plus le cœur à écrire sur ce qui se passait au bivouac, enfin sur la guerre, etc., tellement il est écœuré, désespéré, etc. Le cri catalan est repris par Jean Perrat et par le Parti socialiste, donc ça va devenir un hebdomadaire socialiste. Bozil va recréer un autre hebdomadaire qui s'appellera le Coq catalan après la guerre, mais là, il arrête, il n'en peut plus. Donc on sent vraiment que la mort de Giral et de Couff, c'est vraiment une bascule qui est dans l'opinion publique et catalane. Et c'est vraiment voilà, je ne peux pas appeler ça des gouttes d'eau, mais ça fait déborder le vase véritablement pour eux et évidemment pour tous les autres gosses qui meurent au même moment. La majorité, l'immense majorité des jeunes des Pyrénées-Orientales meurent donc entre août 14 et donc septembre 1915, comme Joseph Couff. Verdun, qui est la plus grande bataille donc, de l'histoire de la Première Guerre mondiale, ils étaient déjà morts avant, si vous voulez. En ce qui concerne le département, c'est pas là qu'a été payé le plus lourd tribut. Ils étaient déjà morts bien avant. Donc, 7 des champions de France sont morts entre 1914 et 1915. À partir de Joseph Couff, les autres vont s'en sortir et ils vont finir la guerre. Donc, la guerre se termine, je ne vous l'apprendrai rien, le 11 novembre 1918. L'année suivante, on décide de redémarrer le rugby, le championnat. L'ASP, vous vous souvenez, il y avait l'ASP avec la guéguerre, avec le SOP de Brutus. On décide que, comme en France, c'est l'Union sacrée. La Chambre Bleu Horizon, on oublie, ça n'a pas duré longtemps, mais on oublie les partis politiques, tout ça. On veut être tous unis, mais on va faire pareil pour le rugby. Et donc, l'ASP et le SOP vont fusionner pour créer un nouveau club qui s'appelle l'USP, Union Sportive Perpignanaise. C'est pas encore l'USAP. L'USAP, ce sera en 1933 avec une nouvelle fusion. Mais donc l'USP, qui est champion de France à nouveau en 1921 avec Fernand Vaquet comme capitaine. Et c'est mort, me direz-vous. Et c'est mort. Eh bien, à l'hiver 1921-1922, l'État propose aux familles de récupérer les cercueils de leurs morts, des soldats qui sont morts pour la France, s'ils le souhaitent. Sinon, on organise et on trace des cimetières militaires. Et donc, partout en France, il y a des trains entiers, de wagons plombés qui sillonnent la France avec des tas de cercueils ressortis de terre et qu'on laisse 8 à tel endroit, 15 à tel autre, etc. et que les familles viennent rechercher. Les morts de l'ASP reviennent aussi, sauf un. Je vous l'ai dit, Couff, avec son unité, ils ont été ensevelis sur place. D'ailleurs, dans la presse de l'entre-deux-guerres, Couff est toujours surnommé celui qui n'est pas revenu. Le seul. Les autres, entre guillemets, reviennent. Donc, dans le journal, on voit des entrefilés, quelques lignes disant Joseph Lida, la dépouille de Joseph Lida est rapatriée, il va être réinhumé dans tel cimetière en présence de sa famille et des dirigeants de l'USP. Tout ça est très, très classique. Jusqu'au moment où arrive le tour d'Aimé Giral. Ce que je vous montre là sur la photo, bien évidemment, c'est ça tombe. Pour Aimé Giral, c'est différent. Dans la presse, c'est là qu'on voit que vraiment sa figure rayonnante comme ça, ce gamin, était resté dans toutes les mémoires. Dans la presse, c'est pas juste un entrefilé. C'est aujourd'hui, le cercueil d'Aimé Giral est exhumé au cimetière de Somme-Suippe en Champagne. Rappelle qui était Aimé Giral, comment il est mort, photo. Ensuite, quelques jours après, c'est aujourd'hui, le train qui doit ramener la dépouille d'Aimé Giral doit partir de la gare de Troyes en Champagne, doit en rejoindre un autre à Lyon, et il devrait arriver à Perpignan, parce que c'était quand même pas des horaires, très, très fixes, vers telle date. Et le jour en question,
aujourd'hui, alors là, il n'est même plus question de cercueil ou de dépouille, c'est aujourd'hui, le train qui ramène Aimé Giral doit entrer en gare à telle heure. Et comme Beauzile l'avait promis, vous vous souvenez, je vous ai dit, surtout souvenez-vous de cette lettre, où il lui disait on sera tous à la gare, avec des palmes, la musique, etc. Eh bien, ils sont tous à la gare pour accueillir sa dépouille. Donc, en l'occurrence, il y a sa famille, il y a les dirigeants de l'USP, il y a les anciens de l'ASP, ceux qui sont revenus. Il y a l'USP, l'équipe championne de France, qui vient accueillir le gamin, qui est en fait plus jeune que la plupart d'entre eux d'ailleurs. Et il y a les supporters, les sympathisants, etc. Et son cercueil est ramené donc de la gare de Perpignan jusqu'au cimetière de l'Ouest, à Dodome. Ben voilà, il est porté comme ça. Et il est réinhumé dans le caveau familial le 24 février 1922. Donc lui, il est revenu, je vous ai dit, le seul qui n'est pas revenu, c'est Joseph Couff. La liste des joueurs perpignanais morts pendant ce premier conflit est longue. Là, je vous ai parlé de l'équipe première de l'ASP, des champions de France. En fait, si on compte toutes les équipes confondues, de l'ASP, du SOP, les joueurs et les dirigeants, il y en a 39 qui ont été tués au front, qui sont morts pour la France. Le monument aux morts, donc on l'a doublé finalement, quand il y a eu la fusion. Il y avait le monument aux morts de Beauzile, vous savez, celui pour lequel il avait lancé la souscription, qui était aux morts de l'ASP. Et donc on en a fait un autre en réunissant les deux équipes quand il y a eu la fusion ASP-SOP, hein, et ce sont les morts de l'USEP. Donc je vous ai parlé des joueurs, mais il y a aussi donc des dirigeants, et notamment Jean Lafont, qui était le jeune vice-président de l'ASP, qui a été tué en 1916. Et en 1922, on a donné son nom au stade de la Route de Thuir, qui est devenu et qui est toujours aujourd'hui le stade Jean Lafont. Et ils ont joué jusqu'en 1939, donc l'équipe de l'USP puis de l'USAP a joué dans ce stade Jean Lafont, jusqu'au moment où il était devenu trop petit, obsolète, et on a voulu construire un nouveau stade. Et ce nouveau stade, vous le connaissez bien évidemment, il a été inauguré en 1940. Et quand il a fallu lui trouver un nom, eh bien on lui a donné le nom d'Aimé Giral. Aimé Giral, c'était pas le capitaine, c'est pas lui qui a brandi le bouclier de Brennus, mais en même temps, c'est celui qui symbolisait tous ces morts, puisque c'est quand même la moitié de l'équipe championne qui est tombée dans les tranchées. C'était le gosse, c'était l'enfant chéri de tout Perpignan, le petit prince. Et c'était une figure, en fait c'est un peu notre James Dean à nous. C'est-à-dire qu'il est mort avant d'avoir 20 ans. 22 juillet 1915. Il aurait eu 20 ans le 8 août suivant. Il est mort 17 jours avant d'avoir 20 ans. Et il n'a pas eu le temps de décevoir qui que ce soit. Il était jeune, il était beau, il était intelligent, il était doué pour tout, il était gentil. Peut-être que serait-il devenu plus tard s'il était revenu, on n'en sait rien, peut-être un vieux con. Hein. Ça, peut-être qu'il n'aurait pas passé la barrière des années, on va dire. Mais en l'occurrence, comme James Dean, il n'a pas eu le temps de décevoir et était resté cette figure lumineuse qui fédérait tout le monde. Et donc, quand il a été question de baptiser ce nouveau stade qui est au Vernet, donc le stade, on lui a donné le nom d'Aimé Giral. Et celui qui est venu l'inaugurer, c'est Joseph Pascaud. Je vais passer rapidement sur lui parce que ça fâche pas mal de gens. Mais Joseph Pascaud, c'était celui qui lui a succédé au poste de demi d'ouverture. Il était aussi élève du collège de Perpignan. Il était le demi d'ouverture des champions de France 21 et 25. Et il a fait carrière, lui, comme aurait dû le faire Aimé Giral, dans l'armée. Il est devenu le colonel Pascaud. Et lui, il est devenu le secrétaire d'État au sport du gouvernement de Vichy. Et c'est notamment lui qui a interdit les sports professionnels, et en particulier le rugby à 13. Donc c'est la source d'une très longue polémique entre le 13 et le 15. C'est Joseph Pascaud qui a lui-même veillé à ce que Perpignan ait des subventions nécessaires pour pouvoir, donc puisqu'on était en 40, pour pouvoir construire ce stade. Mais quand je vous dis qu'on ne sait pas ce que serait devenu Aimé Giral, vous voyez, Pascaud qui aurait pu être... on peut mettre leur trajectoire en parallèle. On sait comment il a tourné. Aimé Giral, lui, il est mort d'une part en pleine gloire, mais surtout, je dirais, en pleine innocence. Et donc, son nom figure partout. Il est bien sûr au mur des légendes. Il est sur la gauche, là, Aimé Giral. On a fait mettre une plaque commémorative sur sa maison natale, qui est rue Grande de la Réal, à côté de la place des Poilus.
Voilà, vu qu'il est mort en 1915, la promotion 2015 des secondes du lycée Arago. Le lycée Arago, c'est à un autre endroit, il a été construit après, mais c'est le successeur du collège de Perpignan. Et donc, il y a toujours un parrain à chaque promotion. Et donc, c'est la promotion Aimé Giral que vous voyez là en 2015 avec les secondes. Donc. Par ailleurs, toujours en 2015, lorsqu'il y a eu le match de l'USAP contre Colomiers, eh bien, c'est un jeune collégien à qui on a fait passer un véritable uniforme de 1914. C'est les Piou Piou. C'est donc le centre de mémoire de la caserne Gallieni. Hein. C'est l'armée qui nous l'a prêté. Ce n'est pas du tout une reproduction, c'est un vrai uniforme. Il est venu donner, à la place d'Aimé Giral, je dirais, le coup d'envoi de ce match contre Colomiers. Et par ailleurs, toujours à un collège, parce que c'est un exemple. Aimé Giral est une figure qui parle énormément aux jeunes. Je vous l'ai dit, vous l'avez vu. Il a un visage très, très juvénile, il n'est pas daté du tout. Il a un côté un peu Rimbaud avec sa touche de cheveux bruns comme ça. Il est très longiligne et même. Il n'est pas très grand, en fait. Il fait qu'1m75, mais pour l'époque, c'est très grand. Il faut savoir que François Fournier, son demi-mêlée, fait 1m55. Hein. Les gens étaient plus petits à l'époque. Mais donc, il est un peu voûté, comme les ados de maintenant, quoi. En fait, ils se ressemblent énormément, ils jouent au rugby comme eux, etc. Et donc, ça leur parle beaucoup. Et donc, avec ces troisièmes du collège Jean Moulin, ils ont écrit, avec moi, un slam sur la vie d'Aimé Giral. Et là, comme vous voyez, on a tourné le clip dans le stade Aimé Giral qui avait été mis à disposition par l'équipe dirigeante de l'USAP, merci à François Rivière. Et donc ils avaient tourné le clip qui a tourné pendant toutes les fêtes, toutes les célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Donc ce slam sur Aimé Giral. Et voilà, c'était cette histoire que je voulais vous raconter, cette histoire de ce gamin, de ce gosse bien sûr, mais aussi de tous ses coéquipiers et à travers eux de tous ces jeunes du département des Pyrénées-Orientales, de toute cette génération sacrifiée qui après évidemment qui sont parvenus et c'était dans ce trou qu'il y a eu dans la pyramide des âges, hein, on va dire, dans la population et tous ces destins ça c'en est un. Il y en a tellement d'autres qui sont comparables et qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et donc, j'espère que j'ai pu satisfaire toute votre curiosité. Je remercie encore une fois la mairie de Rivesaltes et le Palais des Fêtes Rivesaltes et la société Profil TV d'avoir permis que cette conférence ait lieu malgré des conditions assez particulières. Pour moi, c'était une première. J'avoue. C'est vrai que je préfère être sur une scène avec un vrai public hein, que je peux sentir et à qui je peux m'adresser. Mais j'espère que chez vous, devant votre écran d'ordinateur et dans votre canapé peut-être ou à votre bureau, vous avez été touchés par cette histoire et que vous aurez envie peut-être d'en savoir davantage. En tout cas, là je m'adresse à ceux qui aiment le rugby. J'espère que vous ne viendrez plus jamais au stade Aimé Giral de la même façon, maintenant que vous savez qui était Aimé Giral et qui étaient ses coéquipiers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end et peut-être à bientôt. Au revoir.